Imaginez la scène. Une raffinerie de Téhéran s'embrase comme un feu d'artifice géant après que les forces aériennes américaines et israéliennes aient frappé des dépôts stratégiques d'énergie. L'or noir s'écoule sur l'autoroute, s'infiltre dans les canalisations et transforme la ville en un véritable théâtre de flammes. Pendant ce chaos, de nouvelles images révèlent des missiles iraniens filant droit sur Tel Aviv dans ce qui est présenté comme la riposte baptisée True Promise 4. Ironie du sort, cette contre-attaque semble... Imaginez la scène. Une raffinerie de Téhéran s'embrase comme un feu d'artifice géant après que les forces aériennes américaines et israéliennes aient frappé des dépôts stratégiques d'énergie. L'or noir s'écoule sur l'autoroute, s'infiltre dans les canalisations et transforme la ville en un véritable théâtre de flammes. Pendant ce chaos, de nouvelles images révèlent des missiles iraniens filant droit sur Tel Aviv dans ce qui est présenté comme la riposte baptisée True Promise 4. Ironie du sort, cette contre-attaque semble démontrer que le plan initial de Washington et Tel Aviv, n'a pas exactement été un succès. Alors, qu'est-ce qui a coincé? Et pourquoi la réponse iranienne semble-t-elle si impressionnante, presque théâtrale? Bienvenue dans le 4e épisode de l'affrontement titanesque entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Tout a commencé avec Epic Fury, la première vague de frappes américano-israéliennes. En seulement 7 jours, plus de 3000 objectifs à travers l'Iran ont été touchés, chacun avec des ambitions bien précises. Et croyez-moi, ce n'était que le début. L'un des moments les plus spectaculaires s'est produit en mer. Le porte-drone iranien Iris Shahid Bagheri aurait été visé par une frappe aérienne américaine. Les images qui circulent montrent le navire lourdement endommagé, avec une épaisse fumée noire s'élevant depuis le pont. Cette utilisation massive de drones n'est pas arrivée par hasard. Beaucoup d'analystes estiment que les tactiques aujourd'hui utilisées au Moyen-Orient s'inspirent directement des enseignements tirés de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans ce conflit, des drones peu coûteux mais redoutablement efficaces ont été utilisés contre des véhicules militaires, des dépôts logistiques et même des navires de guerre. L'Iran semble avoir repris cette logique. De leur côté, les États-Unis utilisent eux aussi de petits drones pour frapper des cibles de grande valeur à moindre coût. Mais au-delà des frappes aériennes, les États-Unis ont également mobilisé des systèmes d'artillerie à longue portée. Une vidéo diffusée sur des médias pro-iraniens montre un lance-roquettes américain M142 tirant en direction du territoire iranien depuis une base située à Bahreïn. Ce système est connu pour sa précision et sa capacité à atteindre des cibles à plusieurs centaines de kilomètres. Mais l'escalade la plus importante a surtout commencé. Il s'agirait de la plus grande attaque contre les infrastructures énergétiques depuis le début du conflit, et il n'y a pas eu que le pétrole. Des installations liées à l'eau potable ont aussi été touchées. L'Iran accuse les États-Unis d'avoir frappé une usine de dessalement sur l'île de Keshm. Cette installation est cruciale puisqu'elle fournit de l'eau potable à 30 villages de la zone. Après l'attaque, l'approvisionnement en eau propre pour environ 30 villages aurait été perturbé. De grandes frappes ont également visé les environs de l'aéroport international de Mehrabad. Les images satellites et les vidéos diffusées montrent des dizaines d'avions endommagés ou détruits dans l'enceinte de l'aéroport après les frappes de nuit. Et ce qui rend la situation encore plus controversée, c'est que plusieurs bâtiments civils situés à proximité des cibles auraient eux aussi été touchés. Des analyses médico-légales menées à partir des vidéos et des images satellites évoquent des dégâts sur des infrastructures publiques comme des hôpitaux, des écoles ou encore des installations sportives proches des zones frappées. Ces attaques contre les infrastructures énergétiques et hydrauliques sont considérées comme un changement stratégique majeur. Mais l'Iran n'a évidemment pas laissé passer cette offensive sans répondre. Téhéran a lancé une opération de représailles bien plus large sous le nom de True Promise 4. Et à ce stade, l'armée iranienne a mis en avant l'une des armes les plus puissantes de son arsenal, le missile balistique Khorramshahr 4. Dans les images diffusées par les gardiens de la Révolution, sa portée atteint. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que cette riposte iranienne montre qu'une grande partie du réseau de bases de missiles du pays est restée active, même après les frappes américaines et israéliennes. L'exemple le plus cité est celui du complexe de missiles situé dans la région d'Ispahan.
Même si l'entrée du site a été touchée par une frappe aérienne, les opérations de lancement ont malgré tout pu continuer. Au même moment, l'Iran affirme aussi avoir abattu des dizaines de drones de reconnaissance longue portée appartenant aux États-Unis et à Israël. Des appareils comme le MQ-9 Reaper et d'autres drones aériens étaient jusque-là utilisés pour surveiller les mouvements militaires iraniens et guider les frappes de précision. Perdre ce type de plateforme représente évidemment un coup dur pour les opérations adverses. Sur le terrain diplomatique aussi, la tension est montée d'un cran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réagi publiquement aux menaces américaines. Lorsqu'on lui a demandé si l'Iran craignait une éventuelle invasion des États-Unis, sa réponse a été ouvertement provocatrice. L'Iran n'a pas peur et attend même que cette attaque se produise si Washington ose vraiment passer à l'acte. En dehors de l'Iran, le réseau d'alliés régionaux, souvent présenté comme l'axe de la résistance, commence lui aussi à s'activer. Au Liban, le Hezbollah aurait mené plusieurs opérations militaires en un temps très court. Le groupe affirme avoir abattu un hélicoptère, frappé des chars Merkava israéliens avec des missiles anti-chars et lancé des roquettes vers une zone de l'industrie aérospatiale israélienne à Tel Aviv. Et les frappes ne visent plus seulement des cibles militaires. L'Iran a aussi commencé à viser des infrastructures énergétiques en réponse à l'attaque contre les dépôts pétroliers de Téhéran. Une des cibles les plus importantes est la raffinerie de la ville portuaire de Haïfa. Dans le même temps, le conflit commence aussi à toucher les pays du Golfe. Bahreïn a annoncé qu'une installation de dessalement avait été endommagée à la suite d'une frappe iranienne. Et dans cette région, ce genre d'installation est vital puisque l'essentiel de l'eau potable dépend justement de la désalinisation de l'eau de mer. Le fait que des infrastructures liées à l'eau soient désormais frappées marque une nouvelle phase du conflit. Jusqu'ici, les cibles principales étaient surtout militaires ou énergétiques. Désormais, des installations hydrauliques qui touchent directement à la vie quotidienne des populations sont elles aussi aspirées dans la spirale de la guerre, et les conséquences deviennent de plus en plus visibles à travers les vidéos amateurs et les images satellites qui circulent. Les images satellites montrent au moins 17 avions détruits à l'aéroport international de Mehrabad après les frappes américaines et israéliennes. Pendant ce temps, le nombre de victimes continue d'augmenter chaque jour. Jusqu'à présent, l'Iran parle d'environ 1230 morts, dont 168 écolières tuées lors d'une attaque contre une école. En Israël et dans plusieurs autres zones du Moyen-Orient, des blessés et des dégâts sur des infrastructures ont également été signalés. De son côté, l'armée américaine a publié un bilan officiel faisant état de 7 morts dans ses rangs. L'escalade se voit aussi dans les mouvements militaires américains dans la région. Washington aurait envoyé un troisième porte-avions au Moyen-Orient, l'USS George H.W. Bush. Il doit rejoindre 2 autres porte-avions déjà déployés sur place, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford. La présence simultanée de 3 porte-avions nucléaires est un signal très fort. Cela montre clairement que les États-Unis se préparent à l'éventualité d'un conflit bien plus large. Dans le même temps, Washington a aussi approuvé une vente d'armes d'urgence à Israël, notamment environ 12 000 bombes polyvalentes de 450 kg. Tout cela suggère que le conflit pourrait durer bien plus longtemps que prévu. Les soutiens occidentaux commencent eux aussi à se montrer. Le gouvernement britannique a autorisé l'utilisation de ces bases aériennes pour les bombardiers américains. Et plusieurs B-1 auraient déjà atterri à RAF Fairford pour soutenir les opérations de longue portée. Mais la guerre moderne, ce n'est pas seulement une question de puissance militaire, c'est aussi une question de coût économique. À ce stade, plusieurs estimations indiquent déjà que le conflit a coûté près de 2 milliards de dollars aux États-Unis. Et les effets commencent à se faire sentir directement dans la vie quotidienne. Le prix de l'essence aux États-Unis serait monté autour de 3,25 $ par gallon. En parallèle, les prix mondiaux du pétrole ont eux aussi commencé à grimper. Si cette guerre continue, la pression économique ne se limitera pas aux États-Unis.